Bien, donc je vais vous demander de bien vouloir regagner vos places de manière à ce que l'on puisse donc démarrer notre premier cours consacré à l'anatomie de la face et du cou. Et donc nous allons aujourd'hui traiter un premier chapitre qui est celui des muscles, donc de l'appareil moteur de la face et du cou, mais on va se cantonner pour l'instant à la région de la face. L'appareil musculaire de la région de la face comprend schématiquement deux ensembles de muscles qui sont attribués à des fonctions bien particulières. Le premier groupe est celui des muscles de la mastication, les muscles masticateurs, qui vont donc mettre en mouvement la mandibule et que l'on classera en des muscles élévateurs de la mandibule, c'est-à-dire ceux qui permettent de serrer les dents, et qui sont puissants dans la mesure où les forces, les contraintes de mastication sont importantes dans la fonction de trituration et de broiement des aliments pour constituer le bol alimentaire et permettre la déglutition. Et puis on aura des muscles abaisseurs de la mandibule, c'est-à-dire ceux qui permettent d'ouvrir la bouche, et qui, on le verra, sont mécaniquement plus réduits. Je vous expliquerai également les grands principes du fonctionnement de l'appareil masticateur avec une introduction aux grandes pathologies de l'appareil masticateur. Ça, c'est un premier groupe. Et un deuxième groupe de muscles est celui des muscles cutanés de la face, ou muscles possiers. Il s'agit de muscles qui mettent en mouvement le revêtement cutané de la face et qui sont destinés à l'expression des mimiques faciales. Le sourire, l'expression de la peur, l'expression de la colère, etc., etc., etc. Donc nous consacrerons une première partie de ce cours à la mise en place de l'appareil masticatoire et des muscles de la mastication, et une deuxième partie à la mise en place du système des muscles possiers du visage. L'appareil masticatoire, le système masticateur, est un ensemble ostéo-articulaire et musculaire, destiné donc à la prise en charge des aliments et à la transformation de ces aliments en bols alimentaires prêts à être déglutis. Pour mettre en place cet appareil masticateur et comprendre la configuration des muscles qui le constituent, nous allons représenter une vue latérale du crâne telle qu'elle vous a déjà été traitée dans le cours d'ostéologie du crâne réalisé par Madame Dujardin. Cette vue est orientée crânialement et ventralement et va servir de base, effectivement, à la mise en place des éléments du cours d'aujourd'hui. Sur cette vue latérale du crâne, la vue sera centrée par un processus osseux palpable en arrière de l'oreille, le processus mastoïde, en avant duquel se place le conduit auditif externe et en avant duquel va se positionner l'arcade zygomatique que vous palpez sous la peau de la région latérale du crâne. Cette arcade zygomatique s'évase vers l'avant, vous savez, pour venir constituer le pilier latéral de l'orbite
et va apparaître vers l'avant le relief de la cavité orbitaire, en avant duquel se projettera la région nasale, dont nous voyons apparaître ici le pourtour latéral de l'orifice piriforme, surplombant la région maxillaire, où viendront se placer les arcades dentaires supérieures, l'arcade dentaire supérieure. En avant du conduit auditif externe, nous allons placer la mandibule, présentant sa tête qui se place en avant du conduit acoustique externe, conduit auditif externe, présentant ensuite un col, une incisure mandibulaire, le processus coronoïde qui vient se placer en partie sous l'arcade zygomatique, puis le corps mandibulaire prolonge la branche de la mandibule et va vers l'avant se terminer au niveau de la région mentonnière. Entre le relief maxillaire et le bord supérieur de la mandibule vont venir se placer les dents, que nous ne détaillerons pas aujourd'hui. Nous allons simplement figurer de manière très schématique les arcades dentaires, maxillaires et mandibulaires, en expliquant simplement le rôle important qu'a l'occlusion dentaire dans la fonction masticatoire. Enfin, nous pouvons maintenant placer le contour du crâne, ce qui permet de terminer, comme ceci, la mise en place du squelette du crâne. Nous placerons également, comme base osseuse de cet appareil masticatoire, un petit os que vous palpez au-dessus du larynx et en arrière de la mandibule, c'est l'os hyoïde, puisqu'il va servir de base d'insertion à certains muscles de la face, os hyoïde présentant un corps antérieur et deux cornes, une petite corne et une grande corne. L'os hyoïde marque de façon théorique la limite entre la région de la face et la région du cou. Bien. Une fois mis en place, le squelette, que vous connaissez, qu'on vous a déjà enseigné. L'appareil... Ah si, vous avez eu le cours de... Elle ne vous l'a pas encore fait? Sûr? Ah bon. Donc, alors, de toute façon, je ne vais pas rentrer dans les éléments que... j'étais persuadé que le cours avait déjà été fait, en fait. Bon, ça n'aura pas beaucoup d'incidence pour la compréhension du cours d'aujourd'hui, en réalité, puisque Madame Dujardin insistera beaucoup sur la boîte crânienne. Donc, normalement, vous devriez pouvoir suivre assez simplement. Alors, l'appareil masticateur. L'appareil masticateur, ce sont donc des bases osseuses, c'est-à-dire le squelette facial qui présente un seul os mobile au niveau de la face. Le seul os mobile, c'est la mandibule, ou mâchoire inférieure, la mandibule. La mandibule, seul os mobile du crâne, s'articule avec le reste du squelette crânien par l'intermédiaire de deux articulations. Et ça, c'est une spécificité dans l'économie humaine. Vous avez un os unique qui va avoir une mobilité
par deux articulations temporomandibulaires, articulations qui se projettent en avant de l'oreille et que vous pouvez palper en mettant votre index devant le conduit auditif. Et ces deux articulations vont nécessairement travailler de façon synergique, puisque lorsque vous faites un mouvement de la mandibule, vous allez solliciter de façon simultanée vos deux articulations temporomandibulaires. Ce qui fait qu'une pathologie qui va concerner une articulation aura toujours une répercussion sur l'autre articulation. Et le système de l'appareil masticateur est rendu plus complexe sur son fonctionnement et ses répercussions cliniques, car il existe une autre surface d'interaction entre la mâchoire inférieure et le reste du massif facial, c'est le plan occlusal, c'est-à-dire la manière dont les dents maxillaires, les dents supérieures, vont, lorsque vous fermez la bouche, lorsque vous serrez les dents, vont rencontrer les dents mandibulaires, avec des classifications d'occlusion qui seront l'objet d'un cours ultérieur, mais dont les anomalies, et elles sont fréquentes, et ça c'est du ressort de l'orthodontiste, et je ne demanderai pas combien parmi d'entre vous ont eu un traitement orthodontique, je pense que c'est au moins 50%, voire plus de la promotion. Et effectivement, les troubles de l'occlusion dentaire, fréquents, soit parce que les dents mandibulaires sont trop reculées par rapport aux dents maxillaires, ou au contraire parce que les dents mandibulaires sont trop avancées, peu importe, ou les troubles asymétriques, les scolioses de la face, eh bien ces troubles de l'occlusion vont avoir des répercussions sur le fonctionnement des articulations temporomandibulaires, donc des douleurs, des craquements, enfin tout un ensemble de signes cliniques qui illustrent bien le fait que l'articulation mandibulo-crânienne, c'est les deux articulations temporomandibulaires et c'est aussi la qualité du contact entre les dents maxillaires et les dents mandibulaires. L'articulation temporomandibulaire, sans entrer dans des détails très, on va dire, trop précis, l'articulation temporomandibulaire est donc une articulation synoviale qui va mettre en présence la base du crâne et, en l'occurrence, l'os temporal, avec la tête de la mandibule. On peut la représenter ici, cette articulation temporomandibulaire, sur une vue latérale agrandie. Et c'est une articulation qui, de chaque côté, met en présence une surface articulaire supérieure qui se place sous l'arcade zygomatique, en avant du conduit auditif externe. C'est pour ça qu'un certain nombre de dysfonctionnements de l'articulation temporomandibulaire, notamment des douleurs, sont interprétés par les patients comme des douleurs de l'oreille, donc des otites, et il n'est pas rare que les ORL nous adressent en chirurgie maxillofaciale des patients pour des problèmes articulaires temporomandibulaires, mais qui leur ont été adressés au départ pour une otite, puisqu'il y a une proximité entre l'oreille externe et l'articulation temporomandibulaire. Cette articulation temporomandibulaire présente donc une surface articulaire supérieure, temporale, sous l'arcade zygomatique, et limitée par, en arrière, un petit tubercule rétroarticulaire, et en avant, venant se terminer au niveau du tubercule articulaire antérieur ou condyle temporal. Cette surface articulaire est recouverte d'un fibrocartilage qui a une fonction proche de celle du cartilage hyalin des articulations des membres qui vous ont été enseignés. Ce coup-ci, c'est vrai, elles vous ont été enseignées, je le sais. Bon. Cette surface articulaire
supérieure, temporale, présente une forme, globalement, en S italique, allongée, transversalement, et située à la base du crâne. En face de cette surface articulaire temporale va se placer la surface articulaire portée par la tête de la mandibule, surface articulaire qui s'inscrit dans la forme d'un cylindre allongé transversalement et dont la morphologie est tout à fait différente de la morphologie de la fosse mandibulaire, c'est-à-dire du temporal, c'est-à-dire la surface articulaire supérieure, ce qui fait que cette articulation temporomandibulaire n'est naturellement pas congruente. Cette absence de congruence de l'articulation temporomandibulaire, cette absence de congruence des surfaces articulaires de l'articulation temporomandibulaire, va donc être compensée partiellement par l'interposition entre les surfaces articulaires en présence d'un fibrocartilage articulaire. C'est à peu près comparable à ce qu'il y a dans le genou, par exemple, avec les ménisques. Ce fibrocartilage, eh bien, c'est le disque articulaire temporomandibulaire. Disque articulaire temporomandibulaire qui se présente sous la forme d'une lentille concave vers le haut et vers le bas, lentille biconcave, interposée entre les surfaces articulaires en présence, venant séparer la cavité articulaire temporomandibulaire en deux étages, un étage supradiscal et un étage infradiscal, étage supradiscal et étage infradiscal. Le disque temporomandibulaire est enfin adhérent à la capsule articulaire de l'articulation temporomandibulaire, en particulier à la face postérieure de l'articulation, où ce disque est fermement arrimé en arrière à la capsule et à l'os temporal, constituant un élément important pour le fonctionnement de l'articulation et sur lequel on reviendra quand vous aurez compris comment les muscles qui mettent en mouvement cette articulation fonctionnent. Cet arrimage postérieur du disque temporomandibulaire forme ce que, en clinique, on appelle le frein discal postérieur, et qui est un élément important à se rappeler pour comprendre la genèse des très fréquents dysfonctionnements de l'articulation temporomandibulaire. Les moyens de glissement de l'articulation temporomandibulaire sont représentés par de la membrane synoviale qui tapisse la face profonde de la capsule articulaire, et les mouvements présents dans l'articulation, qui sont des mouvements en glissement et des mouvements en rotation, eh bien, permettent les mouvements d'ouverture et de fermeture de la bouche. Cette articulation temporomandibulaire, qui est double, puisqu'il existe une articulation temporomandibulaire, ATM, droite et gauche, a donc la spécificité, la particularité de toujours fonctionner de manière synergique avec l'autre articulation temporomandibulaire. Et rappelez-vous que, eh bien, les conditions
de l'occlusion dentaire, la qualité du contact entre les dents maxillaires et mandibulaires, joue un rôle important dans les troubles qui pourront concerner cette articulation. Voilà. Alors à présent, comment bouge l'articulation temporomandibulaire? Eh bien, cette articulation va permettre donc les mouvements d'ouverture et de fermeture de la bouche, donc d'abaissement et d'élévation de la mandibule. Ce sont les mouvements les plus importants, les mouvements les plus amples de l'articulation temporomandibulaire. À côté de ces mouvements d'abaissement et d'élévation, existent des mouvements antéro-postérieurs de la mandibule. Ce sont les mouvements de propulsion et de rétropulsion mandibulaire. La propulsion consistant à porter la mâchoire inférieure vers l'avant et la rétropulsion à ramener le menton vers l'arrière. Et enfin, des mouvements latéraux. Alors vous avez les mouvements ouverture-fermeture, vous avez les mouvements de propulsion et de rétropulsion. Et enfin, vous avez un troisième type de mouvement qui sont les mouvements latéraux de la mandibule qui permettent de porter le menton à droite et à gauche. Ce sont les mouvements de diduction mandibulaire. Ce sont les trois types de mouvements possibles, rendus possibles par l'articulation temporomandibulaire. Ces types de mouvements sont rendus possibles donc par des muscles que l'on classe à but pédagogique en deux groupes. Un groupe d'élévateurs de la mandibule, c'est les muscles les plus puissants, c'est ceux qui permettent effectivement donc la fermeture, de serrer les dents et donc qui interviennent dans la malaxation des aliments. Et un groupe plus hétérogène qui va permettre les mouvements d'abaissement et aussi les mouvements latéraux et antéro-postérieurs. Les muscles élévateurs de la mandibule constituent un groupe de 3 muscles de chaque côté. Un groupe de 3 muscles de chaque côté, dont le premier est le muscle temporal. Le muscle temporal est un muscle qui est palpable sous la peau. Et lorsque vous posez vos doigts sur la face latérale du crâne, un peu au-dessus de l'arcade et en arrière de l'orbite, et que vous serrez les dents, vous sentez ce muscle se contracter. Et parfois, en période de stress ou en période un petit peu de fatigue, ce muscle peut être l'objet de contractures, de tensions, et se matérialiser par des douleurs latérocrâniennes, qui peuvent être parfois assez importantes. Ce muscle temporal, premier muscle élévateur de la mandibule, est un muscle qui va prendre son origine au niveau de la face latérale de la boîte crânienne, de la face latérale du crâne. Et l'origine de ce muscle se fait sur l'os, sur la face latérale du crâne, mais également sur un fascia qui s'insère sur la face latérale du crâne. Le fascia en question est le fascia temporal. C'est un tissu fibreux, épais, résistant, qui prend son origine sur l'arcade zygomatique, sur la paroi latérale de l'orbite, et également sur une petite crête osseuse, la crête ou ligne temporale supérieure, petite crête osseuse dessinée sur la face latérale du crâne. Je ne représente ici que la partie supérieure de ce fascia temporal, la partie inférieure ayant été retirée pour faire apparaître l'espace
qui se dessine en dessous et qui est la fosse temporale. Le muscle temporal va donc prendre son origine à la face profonde de ce fascia temporal et sur les 2/3 supérieurs de la fosse temporale, c'est-à-dire la partie de la boîte crânienne située au-dessus de l'arcade zygomatique, en arrière de la paroi latérale de l'orbite et sous la ligne temporale supérieure. À partir de cette insertion assez étendue sur la boîte crânienne, sur la face latérale du crâne, ce muscle temporal va présenter une partie charnue qui va dessiner un éventail avec les fibres les plus postérieures qui sont obliques vers l'avant, les fibres les plus antérieures qui vont se porter vers l'arrière et des fibres moyennes qui présentent, elles, un trajet plus vertical. Ces éléments vont passer sous l'arcade zygomatique et vont venir se rassembler sur un tendon qui vient se terminer sur le processus coronoïde de la mandibule. Processus coronoïde de la mandibule, c'est cette partie de la mâchoire inférieure de la mandibule qui se situe en avant de l'incisure mandibulaire. Muscle temporal. Il est innervé, comme tous les muscles élévateurs de la mandibule, par un nerf émanant du nerf mandibulaire et son action, lorsqu'il se contracte, est de tirer le processus coronoïde de la mandibule vers le haut. Il va donc être élévateur de la mandibule. Muscle temporal qui s'insère sur le processus coronoïde et qui, lorsqu'il se contracte, tire le processus coronoïde vers le haut. Il est donc élévateur de la mandibule. C'est le premier muscle élévateur. Un deuxième muscle élévateur de la mandibule, c'est le muscle le plus puissant et le muscle masséter. Muscle masséter. Ce muscle, vous le palpez également en mettant cette fois-ci vos doigts au niveau des joues et en serrant les dents. C'est le muscle qui va se contracter à la partie latérale du crâne au niveau de la région de la joue. Le muscle masséter est le plus puissant muscle masticateur, muscle élévateur de la mandibule. Le muscle masséter va prendre son origine au niveau de l'arcade zygomatique. Il prend son origine au niveau de l'arcade zygomatique et au niveau du corps de l'os zygomatique. L'os zygomatique étant l'os qui forme le support de la pommette. Arcade zygomatique et corps de l'os zygomatique. De là, les fibres charnues de ce muscle masséter se portent vers le bas et vers l'arrière pour venir se terminer au niveau de l'angle mandibulaire et au niveau de la branche
de la mandibule. On décrit parfois à ce muscle un faisceau superficiel et un faisceau profond, peu importe à la limite, ce muscle étant tendu entre l'arcade zygomatique et la pommette, c'est le corps de l'os zygomatique, et d'autre part l'angle mandibulaire. Il est également innervé par une branche du nerf mandibulaire, 5-3, et son action, lorsqu'il se contracte, eh bien, ça va être de tirer l'angle mandibulaire vers le haut, et il va donc être élévateur de la mandibule, c'est-à-dire qu'il va permettre l'occlusion des dents. C'est le plus puissant des muscles masticateurs. Enfin, un dernier muscle élévateur de la mandibule est le muscle ptérygoïdien médial. Ce muscle ptérygoïdien médial est un muscle qui est plus profond que les deux précédents, puisque si le muscle masséter se situe en dehors de la mandibule, eh bien le ptérygoïdien médial, lui, va se situer en profondeur de la mandibule, à sa face médiale. Et donc, pour pouvoir le représenter, il faut réaliser une vue médiale de la mandibule. Mandibule, comme tout se passe comme si on réalisait une coupe antéro-postérieure de la tête et qu'on regardait la mandibule par en dedans. Cette vue médiale va nous présenter ici la base du crâne, où nous voyons apparaître le processus mastoïde, que vous palpez donc en arrière de l'oreille. Appendu à la base du crâne apparaît un relief osseux, le processus ptérygoïde, qui présente deux lames, une lame latérale et une lame médiale qui est vers le dedans, vers nous. Ce processus ptérygoïde dépendant de l'os sphénoïde. Bien. Nous pouvons maintenant placer la mandibule qui va s'articuler avec le crâne. Vous avez ici la tête mandibulaire avec l'articulation temporomandibulaire encapuchonnée dans sa capsule articulaire. Ici, l'incisure de la mandibule, la branche mandibulaire, l'angle de la mandibule, puis le bord inférieur de la mandibule qui va nous amener vers l'avant à la région du menton, région mentonnière, que l'on a sectionnée et où apparaît en arrière un petit relief osseux formant l'épine mandibulaire. Nous voyons ici apparaître le bord supérieur de la mandibule avec les alvéoles dentaires, les dents ayant ici été retirées. À la face profonde, à la face postérieure du corps mandibulaire, se place une ligne osseuse, une crête osseuse, la ligne mylo-hyoïdienne, qui nous amène vers l'arrière au niveau d'un petit orifice situé à la face
profonde de la branche mandibulaire, c'est le foramen mandibulaire. Nous placerons enfin sur cette coupe, sur cette vue médiale, l'os hyoïde avec le corps de l'os hyoïde, cette fois-ci coupé dans le plan sagittal et laissant apparaître latéralement les cornes de l'os hyoïde, petites cornes et grandes cornes, qui se placent donc en profondeur du plan du tableau à partir du plan de coupe sagittal représenté ici de façon hachurée. Le muscle ptérygoïdien médial, dernier muscle élévateur, est un peu le symétrique du masséter par rapport à la branche mandibulaire. Il prend son insertion au niveau de la fosse ptérygoïdienne, c'est-à-dire entre les deux lames du processus ptérygoïde de l'os sphénoïde. À partir de son origine dans la fosse ptérygoïdienne, ce muscle ptérygoïdien médial va présenter un trajet oblique vers le bas et vers l'arrière pour venir se fixer au niveau et se terminer au niveau de la face médiale de l'angle mandibulaire, exactement en regard de la terminaison du muscle masséter, mais de l'autre côté de la mandibule. Origine fosse ptérygoïdienne, trajet oblique vers le bas et vers l'arrière, et terminaison à la face médiale de l'angle de la mandibule. Ce muscle a la même innervation que les deux précédents, c'est-à-dire ce sont des branches du nerf mandibulaire, 5-3, et son action sera d'élever l'angle mandibulaire, et donc il sera, ce muscle ptérygoïdien médial, élévateur de la mandibule. Masséter, temporal et ptérygoïdien médial sont les trois muscles qui permettent de serrer les dents. Ce sont les muscles élévateurs, donc les plus puissants. Bien. Les muscles élévateurs présentent comme antagonistes, comme muscles antagonistes, des muscles qui vont être abaisseurs de la mandibule, c'est-à-dire des muscles qui vont permettre effectivement d'ouvrir la bouche. Ces muscles, ça vous pouvez vous le représenter facilement, vous pouvez le comprendre facilement, sont moins puissants parce qu'il est plus facile d'ouvrir la bouche, la mandibule étant en plus suspendue par les parties molles, que de serrer les dents. Bien. Ces muscles abaisseurs de la mandibule, d'un point de vue topographique, sont les muscles qui sont situés sous la mandibule, entre la mandibule et l'os hyoïde, et ce sont en réalité les muscles du plancher buccal. Muscles du plancher buccal. Ces muscles sont au nombre de 3 également, et contrairement aux élévateurs de la mandibule, qui sont des muscles qui ont tous la même innervation, nerf mandibulaire, branche du nerf trijumeau, eh bien, les muscles du plancher oral auront, eux, une innervation qui sera plus hétérogène.
Le premier muscle abaisseur de la mandibule, celui qui va réellement fermer le plancher buccal et constituer un hamac musculaire dans l'ouverture postérieure que forme la mandibule, ce premier muscle est le muscle mylo-hyoïdien. Muscle mylo-hyoïdien. C'est un muscle qui est tendu entre le corps de l'os hyoïde, muscle tendu entre le corps de l'os hyoïde et la ligne mylo-hyoïdienne de la mandibule. Il est constitué de fibres charnues qui vont former un hamac musculaire tendu entre la mandibule et l'os hyoïde et sur lequel vont reposer les organes situés dans la cavité orale et notamment la langue. On y reviendra au cours du deuxième semestre. Sur la ligne médiane, les deux muscles mylo-hyoïdiens, droit et gauche, se réunissent pour former un raphé médian du plancher buccal ou plancher oral, qui marque donc la réunion des deux muscles mylo-hyoïdiens. Ce muscle mylo-hyoïdien, qui est innervé par le nerf mandibulaire, va, lorsqu'il se contracte, participer à l'abaissement de la mandibule. Il est donc muscle abaisseur de la mandibule, antagoniste des muscles précédents. Ce muscle mylo-hyoïdien, va être renforcé à sa face supérieure par un petit muscle tendu entre l'os hyoïde et la mandibule. Ce muscle, c'est le muscle génio-hyoïdien. Muscle génio-hyoïdien. Petit muscle tendu entre l'épine mandibulaire et le corps de l'os hyoïde. Ce muscle, innervé par le nerf hypoglosse, 12e nerf crânien, a un rôle accessoire d'abaissement de la mandibule et va surtout, sur le plan topographique, participer à la délimitation du plancher buccal. Mais on le classe parmi les abaisseurs de la mandibule. Enfin, le dernier muscle abaisseur de la mandibule est le muscle digastrique. Muscle digastrique. Muscle digastrique est un muscle qui présente une origine au niveau de la base du crâne, en dedans du processus mastoïde de l'os temporal, au niveau d'une petite fossette qu'on appelle la fossette digastrique. De là, à partir de son insertion d'origine, ce muscle digastrique va présenter un ventre postérieur qui forme un fuseau oblique vers l'avant et vers le bas, forme un fuseau oblique vers l'avant et vers le bas.
Ce ventre postérieur du muscle digastrique va donc se porter de la base du crâne vers l'os hyoïde. Il va croiser latéralement la région cervicale. Et en réalité, ce muscle digastrique, et ça on le connaît bien en la chirurgie des curages lymphatiques cervicaux, eh bien, marque la limite entre la face et la région cervicale. Lorsqu'il arrive en regard de l'os hyoïde, le muscle digastrique va présenter un tendon intermédiaire qui va coulisser dans une trochlée fibreuse qui s'insère sur la petite corne de l'os hyoïde. Le tendon intermédiaire de ce muscle digastrique va donc permettre au muscle digastrique de se réfléchir, de changer d'orientation pour se prolonger vers l'avant, et c'est là qu'il intervient comme muscle du plancher buccal et muscle agissant sur la mandibule. Il va se prolonger par un ventre antérieur, formant à nouveau un petit fuseau musculaire, doublant le muscle mylohyoïdien à sa face inférieure. Donc. Et le muscle digastrique va se terminer au niveau de la région mentonnière de la mandibule. Donc, muscle digastrique, origine fossette digastrique de l'os temporal, base du crâne, trajet par un ventre postérieur oblique en bas et en avant, réflexion sur un tendon intermédiaire qui l'amène à se réfléchir en regard de la petite corne de l'os hyoïde, donc au niveau du cou, et terminaison par un ventre antérieur sur la région mentonnière de la mandibule. L'innervation de ce muscle digastrique est une innervation double. Elle dépend effectivement du nerf facial pour son ventre postérieur et du nerf mandibulaire pour son ventre antérieur. Et l'action de ce muscle, lorsqu'il se contracte, lorsqu'il diminue de longueur par contraction, eh bien, l'action est de participer à l'abaissement de la mandibule, donc à l'ouverture buccale. Donc, trois muscles, le digastrique, le mylohyoïdien et le géniohyoïdien, qui sont trois muscles en fait qui se situent pour l'essentiel au niveau du plancher buccal, ou plancher oral, vont être les abaisseurs de la mandibule, vont permettre d'ouvrir la bouche, et seront donc les antagonistes, en quelque sorte, des trois muscles abaisseurs, ceux qui permettent de serrer les dents, les antagonistes élévateurs, qui permettent donc de serrer les dents, que sont le masséter, le temporal, qui sont plus superficiels, et le ptérygoïdien médial, qui est plus profond. Un dernier muscle masticateur va nous permettre de comprendre et d'introduire la notion de mécanique de tout cet appareil masticateur. Ce muscle, c'est le ptérygoïdien latéral, que l'on peut définir comme étant le starter de l'ouverture de la bouche. Le muscle ptérygoïdien latéral. Ce muscle, comme son nom l'indique, prend son insertion sur le processus ptérygoïde de l'os sphénoïde. Il est donc profond à son origine et il va donc se situer en dedans de la mandibule. Et donc pour pouvoir comprendre la morphologie de ce muscle ptérygoïdien latéral, il faut
mettre en place une vue, concevoir une vue latérale du crâne que nous pouvons placer ici, mais vue latérale du crâne après avoir retiré le processus coronoïde de la mandibule, permettant donc de mettre en évidence les espaces qui se situent en profondeur de la branche mandibulaire. Nous voyons donc ici, je le dessine un petit peu en agrandi, la face latérale du crâne. Vous avez le processus mastoïde en arrière, c'est donc, que vous palpez en arrière de l'oreille, le conduit auditif externe, l'arcade zygomatique, le corps de l'os zygomatique, formant le socle osseux de la pommette. C'est également le pare-choc latéral de la face, tel qu'on le décrit en clinique, et donc fréquemment l'objet de fractures en traumatologie, du sport ou lors d'agressions, par exemple. Nous plaçons ici la mandibule, mâchoire inférieure, seul os mobile de la face, mandibule dont nous sectionnons ici le processus coronoïde, ce qui permet de faire apparaître les éléments qui sont situés en profondeur. En profondeur de la mandibule, vous avez donc, nous allons représenter donc ici le maxillaire, portant donc la denture maxillaire. Nous plaçons ici les reliefs des dents que nous ne détaillons pas ici, que nous représentons de façon simplifiée, mais qui doivent vous rappeler le rôle important, quand on parle d'appareil masticateur, rôle important de la qualité de l'occlusion dentaire. Lorsque vous retirez le processus coronoïde de la mandibule, vous voyez apparaître la face postérieure de l'os maxillaire, en profondeur donc du relief ici de la pommette, l'os zygomatique, et en arrière de la face postérieure de l'os maxillaire apparaît le processus ptérygoïde de l'os sphénoïde, nous voyons apparaître ici, avec ces deux lames, lame latérale, cette fois-ci c'est la lame latérale que nous voyons, et la lame médiale qui se situe en profondeur, et entre les deux, la fossette ou fosse ptérygoïdienne, celle où s'insérait le muscle ptérygoïdien médial. Le muscle ptérygoïdien latéral est un muscle un peu particulier qui prend son origine au niveau du crâne, au niveau de la base du crâne. Il prend son origine au niveau de la face inférieure du sphénoïde, un petit peu. Il va surtout s'insérer au niveau de la lame latérale du processus ptérygoïde. Il s'insère donc sur la face latérale de la lame latérale du processus ptérygoïde, et il va, par ses fibres les plus inférieures, prendre son insertion d'origine sur la face postérieure du maxillaire. À partir de ces insertions qui sont donc antérieures et médiales par rapport à la mandibule, ce muscle ptérygoïdien latéral va présenter un trajet qui est vers l'arrière et vers le dehors. Trajet vers l'arrière et vers le dehors, ce qui amène ce muscle ptérygoïdien latéral à venir se terminer au niveau de la fossette ptérygoïdienne, qui est une petite fossette
situé à la face antérieure de la tête de la mandibule, juste en dessous de la surface articulaire recouverte par le cartilage articulaire. Donc, insertion de ce muscle ptérygoïdien latéral, insertion profonde et antérieure sur le sphénoïde, sur la lame latérale du processus ptérygoïde et le maxillaire, trajet vers l'arrière et vers le dehors pour se terminer au niveau de la fossette ptérygoïdienne. Les fibres les plus supérieures, les fibres les plus hautes de ce muscle ptérygoïdien latéral viennent se terminer sur le disque temporomandibulaire. Je replace ici le disque de tout à l'heure. Donc une partie des fibres de terminaison de ce muscle ptérygoïdien latéral rejoignent le disque temporomandibulaire et même, si on veut aller un petit peu plus loin, le disque temporomandibulaire, embryologiquement, correspond à une partie du muscle ptérygoïdien latéral. Ça, c'est important à se rappeler, car ça vous explique comment ce muscle ptérygoïdien latéral, qui est innervé par une branche du 5-3, du nerf mandibulaire, ça vous explique comment ce muscle ptérygoïdien latéral joue un rôle de starter dans l'ouverture buccale. En effet, si l'on reprend, en le simplifiant, la constitution de l'articulation temporomandibulaire, la tête de la mandibule, lorsque la bouche est fermée, en bouche fermée, la tête mandibulaire se place dans la fosse mandibulaire du temporal, où elle est coiffée par le disque temporomandibulaire, sur lequel vient s'insérer une partie du ptérygoïdien latéral. Bien. Lorsque le muscle ptérygoïdien latéral va se contracter, et le premier temps, en réalité, de l'ouverture de la bouche, le premier temps de l'ouverture buccale, c'est la contraction du ptérygoïdien latéral. Le ptérygoïdien latéral va tirer sur le disque temporomandibulaire, il tire sur le disque temporomandibulaire, ce qui va provoquer, le disque étant élastique, ça va tirer sur le disque temporomandibulaire qui reste, lui, rattaché en arrière au niveau du frein discal postérieur. Et donc, cette mise en tension du disque va provoquer un premier temps de l'ouverture de la bouche qui est un abaissement quelques millimètres, un abaissement de la tête mandibulaire. Et le disque temporomandibulaire va alors constituer une pente douce orientée vers le bas et vers l'avant, ce qui va permettre tranquillement à la tête de la mandibule de glisser vers l'avant dans un temps ultérieur de l'ouverture de bouche, ce qui va permettre, donc un glissement vers l'avant de la tête mandibulaire, un mouvement de translation antérieure. Ce mouvement de translation étant permis par le ptérygoïdien latéral qui va tirer sur son insertion dans la fossette ptérygoïdienne, pendant que les abaisseurs de la mandibule permettent un mouvement de rotation permettant donc de compléter l'ouverture buccale. Et effectivement, si vous ouvrez la bouche, vous allez sentir que votre tête mandibulaire, elle se déplace vers l'avant. Ce qui veut dire que l'articulation temporomandibulaire est une articulation qui va fonctionner à la fois en roulement et en glissement. Le roulement dans une articulation, c'est un mouvement point par point d'une articulation
C'est le déplacement point par point de deux surfaces articulaires qui s'affrontent, alors que le glissement, ben, c'est un mouvement de translation. L'ouverture buccale, c'est à peu près 45 mm, 4 cm et demi d'amplitude. C'est une moyenne. Certains ouvriront un petit peu moins, d'autres ouvriront un peu plus. Globalement, on est à 45 mm. Et il faut savoir qu'en gros, 50% de l'ouverture buccale procède du mécanisme de translation antérieure et 50% de l'amplitude dépend du mouvement de rotation. Ouverture et fermeture sont les deux mouvements principaux de cette articulation temporomandibulaire. Vous avez ensuite un deuxième type de mouvement qui sont les mouvements de propulsion et rétropulsion, donc la rétropulsion étant le mouvement qui consiste à ramener la mandibule dans sa position initiale. Ces mouvements de propulsion et de rétropulsion sont liés à l'action synergique des deux muscles ptérygoïdiens latéraux. Lorsque les deux muscles ptérygoïdiens latéraux se contractent de façon synchronisée, ils vont être propulseurs de la mandibule. Ça s'explique très simplement. Si on conçoit la mandibule comme un fer à cheval ouvert en arrière, avec ici les deux articulations temporomandibulaires, et si on place les deux ptérygoïdes comme ceci, avec le trajet des deux ptérygoïdiens latéraux. Lorsque les deux muscles ptérygoïdiens latéraux se contractent, ils vont propulser la mandibule vers l'avant, l'amplitude de la propulsion étant en moyenne de 15 mm. OK ? Enfin, le dernier mouvement de l'articulation temporomandibulaire, c'est le mouvement de diduction. Là, ce sont cette fois-ci les mouvements de latéralité, à droite, à gauche. Les mouvements de diduction, là aussi, on a une amplitude moyenne, c'est 10-15 mm à peu près. Les mouvements de diduction sont liés à une contraction unilatérale du muscle ptérygoïdien latéral, ce qui s'explique encore une fois simplement sur ce schéma de fonction. Si on est en vue supérieure, donc le côté droit est ici, l'avant est vers le haut, si seul le muscle ptérygoïdien latéral droit se contracte, il va réduire de longueur, il va donc rapprocher la tête mandibulaire du processus ptérygoïde de son origine. Et par conséquent, la contraction du ptérygoïdien latéral droit va entraîner un déplacement vers la gauche du menton. Il est donc diducteur contralatéral. OK ? Voilà donc pour la mise en place de l'appareil masticateur. Donc, appareil comprenant le crâne et la denture, associant le fonctionnement de deux articulations temporomandibulaires, deux synoviales, tenant compte de l'occlusion dentaire, dont les variations auront des répercussions sur le fonctionnement de ces articulations, et mis en mouvement par des muscles qui sont élévateurs de la mandibule, qui permettent de serrer les dents, tous innervés par le nerf mandibulaire 5-3, masséter temporal ptérygoïdien médial, mis en action par des muscles qui sont abaisseurs. Ça, c'est le plancher oral,
avec un muscle un peu particulier, le ptérygoïdien latéral, qui permet le premier temps de l'ouverture de bouche et qui, en contraction bilatérale, sera propulseur de la mandibule et en contraction unilatérale sera déducteur contralatéral, c'est-à-dire qu'il va entraîner le menton de l'autre côté. C'est un bon moyen de résumer cet appareil. Les dysfonctionnements de l'appareil manducateur sont très fréquents en consultation de chirurgie maxillofaciale. Les troubles de fonctionnement de l'articulation temporomandibulaire qui rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle les... alors ça, c'est... La clinique n'est pas au programme, évidemment, ça c'est pour illustrer un peu et pour convaincre de l'utilité de ces enseignements. Les SADAM, syndrome algodysfonctionnel de l'appareil manducateur, ce sont tout un tas de signes cliniques, douleurs, craquements, luxation, bruit articulaire, limitation d'ouverture buccale, etc., représenteraient jusqu'à 15 à 20% de la population générale et procèdent de prise en charge variées qui peuvent aller de traitements médicaux et de rééducation fonctionnelle jusqu'à de la chirurgie. Nous reviendrons d'ailleurs tout à la fin de l'année dans le cours sur la croissance crânio-faciale sur un certain nombre de points et notamment je vous montrerai quelques exemples de chirurgie où on corrige les anomalies de l'occlusion dentaire. Voici donc pour le premier chapitre de ce cours qui concernait la morphologie, l'anatomie de l'appareil masticateur. Le deuxième chapitre, concernant les muscles du visage, les muscles de la face, concerne cette fois-ci les muscles qu'on appelle muscles possiers ou muscles cutanés de la face et qui sont les muscles qui vont permettre l'expression de la mimique faciale. On définit par muscle cutané, ou muscle possier, un muscle qui a une origine osseuse, c'est-à-dire un muscle qui va s'insérer sur le squelette et qui va avoir une terminaison cutanée, c'est-à-dire une terminaison à la face profonde du derme, de la peau, et donc dont la contraction va entraîner un mouvement donc de la peau par rapport au plan squelettique. Et donc ces mouvements de la peau vont, au niveau du visage, permettre l'expression de la mimique faciale, c'est-à-dire l'expression des émotions, ce qui joue bien sûr un rôle social majeur en matière de communication. Tous ces muscles cutanés, ou muscles possiers, ont la particularité de constituer un plan superficiel par rapport à ce qu'on vient de voir là, un plan superficiel, tous ces muscles étant réunis par un fascia constituant ce qui a été décrit dans les années 70 sous le nom de système musculo-aponévrotique
superficiel, système musculo-aponévrotique superficiel, ou SMAS. Le SMAS, système musculo-aponévrotique superficiel, constitue un plan constitué de ces muscles cutanés et du fascia qui les réunit, plan qui est situé sous la peau du visage et au-dessus du squelette et des muscles masticateurs. Alors ce SMAS a beaucoup été étudié à partir des années 70 dans le cadre du développement de la chirurgie esthétique du visage, en particulier des liftings du visage. C'est la chirurgie de la sénescence faciale. La sénescence, c'est le vieillissement. Et dans le vieillissement de la face, on observe il y a une fonte graisseuse, et vous avez aussi un relâchement des parties molles qui donne un air fatigué. Alors, effacement des pommettes, creusement des cernes, parfois des bajous. Et un des mécanismes de la sénescence de la face, c'est un relâchement de ce SMAS, dont l'étude a été systématisée de façon à systématiser et sécuriser la procédure chirurgicale du lifting cervico-facial, le lifting étant l'intervention qui consiste à agir contre les effets du temps. Tous ces muscles du système musculo-aponévrotique superficiel ont une particularité. Ils sont tous sans exception, innervés par le nerf facial. Nerf facial qui est le septième nerf crânien, le nerf crânien qui porte le numéro 7, et dont l'atteinte en clinique, la paralysie faciale, qui peut être de plein d'origines, eh bien, va avoir pour effet d'empêcher l'expression de la mimique faciale et de donner au visage un aspect figé lorsque la paralysie faciale est bilatérale, ça existe, ou un aspect fortement asymétrique lorsque c'est le plus fréquent, la paralysie faciale est unilatérale. Muscles cutanés, donc muscles qui ont une origine osseuse et une terminaison cutanée, bien que, et là je fais un gros clin d'œil, tous les muscles possiers n'aient pas systématiquement une attache sur le squelette. Enfin, globalement, le principe d'un muscle possier, c'est un muscle qui a une origine squelettique, une terminaison cutanée, et lorsqu'il se contracte, eh bien, va entraîner la peau, va entraîner une mobilité cutanée. C'est ce qui permet de sourire, de faire la gueule, de montrer qu'on a peur, etc., etc., etc. Bien. L'étude de ces muscles, alors bien sûr, on peut soit faire une étude muscle par muscle, c'est un peu fastidieux, et finalement, ça n'a pas beaucoup d'utilité, surtout en première année, mais même après, parce qu'il est plus utile d'envisager ces muscles par région. Et on peut effectivement distinguer plusieurs groupes de ces muscles cutanés que l'on peut répartir de la manière suivante. Nous avons tout d'abord un premier groupe de muscles cutanés ou de muscles possiers qui est un groupe crânien. Il est en fait constitué, alors bien sûr, cette description que nous ferons sur une vue de profil, orienté crânialement et ventralement. Ces muscles sont bilatéraux et symétriques. Un premier muscle crânien, c'est le muscle occipitofrontal. Alors, on le cite, c'est un muscle qui va avoir un trajet un petit peu particulier, c'est un muscle digastrique. Cette notion de
muscle digastrique, alors il y a le muscle digastrique qu'on a vu tout à l'heure, mais vous avez vu d'autres exemples de muscles digastriques, notamment au niveau du diaphragme thoraco-abdominal. C'est un muscle qui prend son origine au niveau de l'os occipital, au niveau de la ligne nucale supérieure, qui présente un faisceau postérieur charnu, qui se prolonge par un tendon intermédiaire qui va doubler la peau du cuir chevelu et formant ce que les neurochirurgiens appellent la galéa aponévrotique. Et ce muscle occipitofrontal se prolonge vers l'avant par un chef antérieur, un chef frontal donc, qui va se terminer, cette fois-ci au niveau de la peau, à la face profonde de la région sourcilière. Et je vais vous représenter ici un sourcil bien marqué, qui n'aura pas été épilé, pour se rappeler que ce muscle occipitofrontal, qui prend une insertion osseuse en arrière sur l'os occipital, se termine dans la peau du sourcil. Innervé par le nerf facial, eh bien, ce muscle va essentiellement être élévateur du sourcil, et lorsqu'il est hypertonique, et ça notamment avec le temps et la chute de la peau de la région frontale, eh bien, on a tendance à corriger l'effet par une hypercontractilité de ce muscle frontal. Eh bien, avec le temps, le tonus de ce muscle, oui, ben, alors vous êtes jeune, vous n'avez pas de ride frontale, mais dans 20 ans, on en rigolera, madame. Vous viendrez me voir. Parce que l'hypertonie de ce muscle est responsable de l'apparition des rides frontales, qui sont des rides horizontales qui barrent la région du front. Ceux qui rigolent, je vous préviens, vous aurez des problèmes. Eh bien, et ceci explique l'utilisation en cosmétologie, en médecine esthétique, eh bien ceci explique l'utilisation de la toxine botulique, le Botox. Le Botox, vous savez, la toxine botulique, c'est une toxine qui bloque la synapse, la plaque motrice, et qui empêche la contraction du muscle. Alors en pathologie, c'est le botulisme, qui est une maladie mortelle parce qu'on meurt par asphyxie, par paralysie générale de tout l'appareil musculo-squelettique, et en particulier donc, du diaphragme. Mais on peut l'utiliser en thérapeutique dans des doses extrêmement faibles pour justement empêcher une hypertonie. Et toutes les maladies spastiques peuvent être traitées par le Botox. Et lorsque, en cosmétique, on utilise le Botox en sénescence faciale, eh bien c'est pour l'injecter à certains points particuliers, notamment ici au niveau du chef frontal de l'occipitofrontal, muscle crânien, si vous voulez, eh bien pour atténuer l'expression de ces rides frontales. Ça vous donne une utilisation, une application clinique très fréquente, parce que le Botox, on en fait quand même des caisses, pour ce muscle. Un deuxième groupe de muscles, possiers sera un groupe orbitaire. Il existe un ensemble de muscles cutanés ou muscles possiers annexés à l'orbite. Le plus important, le plus volumineux d'entre eux, est un muscle qui va jouer un rôle de sphincter pour la fente palpébrale. C'est le muscle orbiculaire de l'œil. Muscle orbiculaire de l'œil. Alors, je ne détaille pas, bien sûr, ses origines et sa terminaison,
Mais ce muscle orbiculaire de l'œil va avoir une forme circulaire venant armer la paupière supérieure et la paupière inférieure. Et lorsqu'il se contracte, eh bien, ce muscle orbiculaire de l'œil va permettre de fermer la fente palpébrale. D'ailleurs, son hypertonie est responsable de l'apparition de petites rides latérales au niveau de l'angle latéral de l'œil. Ce sont les rides de la patte d'oie. Il existe également, dans cette région, annexée à la région orbitaire, des petits muscles cutanés qui vont permettre la mobilité du sourcil et adapter la position sourcilière par rapport à la position du regard. Ce sont les muscles procérus et muscles corrugateurs du sourcil. Alors, ce sont des muscles. Alors, le procérus, c'est celui qui me permet de vous regarder méchamment. Le corrugateur, c'est celui que les chanteurs de charme utilisent pour faire pleurer Margot dans les chaumières. C'est un muscle qui va rapprocher les sourcils de l'axe médian. Petit muscle annexé à la région orbitaire. Alors, ces petits muscles corrugateurs et surtout le procérus sont responsables de l'apparition de rides verticales de la région glabellaire, de la région intersourcilière, qui sont d'autant plus marquées qu'on est méchant dans la vie, c'est la ride dite du lion. Et toujours pareil, ces rides du lion, rides de la patte d'oie, rides frontales, eh bien, sont accessibles lorsqu'elles sont disgracieuses au traitement par... Alors, un tout petit peu moins, parce que comme j'ai une petite surdité de perception, s'il y a du brouillage, j'entends plus rien en fait. Merci. Donc, sont accessibles au traitement par la toxine botulique. Vous avez ensuite un groupe sur lequel on va passer très vite, c'est un groupe nasal, avec eh bien, plusieurs petits muscles, muscles transverses du nez, muscles dilatateurs de la narine, ou encore muscles abaisseurs de la cloison nasale. Ce sont des muscles qui vont eh bien, avoir pour effet, par exemple, de froncer la peau du nez, ça c'est pas très joli, ou encore qui vont vous permettre d'ouvrir vos orifices narinaires, ah oui, mais ça existe, j'y peux rien, ou encore, il y a des gens qui ont des tics comme ça aussi, on le voit, ces muscles parfois sont sollicités dans certains troubles obsessionnels compulsifs, certains TOC, ou avec, on a ces contractures un peu spastiques du muscle nasal, ou encore du muscle abaisseur de la cloison nasale. Vous avez un autre groupe, s'il vous plaît, un groupe oral, qui est là un petit peu, sur lequel on va insister un tout petit peu plus, qu'on va détailler un tout petit peu plus, groupe oral, qui sont donc un certain nombre de muscles cutanés qui sont annexés à la région de la bouche. Ces muscles peuvent être décrits comme un muscle sphincter, c'est le muscle orbiculaire de la bouche, muscle orbiculaire de la bouche, qui va constituer un muscle sphincter qui va permettre l'occlusion de la cavité buccale. Tu me permets de faire un bisou. Muscle orbiculaire de la bouche. Il joue un rôle de sphincter parce que lorsqu'il est circulaire, lorsqu'il se contracte, il permet de fermer la bouche. D'accord ? Ah ben ça vous fait rire, au moins vous retiendrez. L'action de ce muscle orbiculaire qui permet de fermer la bouche va être modulée par des muscles qui vont au contraire ouvrir la bouche. Et on peut, ces muscles, eh bien, les placer. Alors je vais juste remettre ici le masséter, comme ça on se rappellera que nos muscles
du SMAS sont plus superficiels que les muscles masticateurs. Ces muscles qui permettent donc qui modulent l'action de l'orbiculaire, eh bien, peuvent être classés en, finalement, un groupe qui est supérieur, c'est-à-dire un groupe qui va être élévateur de la lèvre supérieure. Il s'agit des muscles grands zygomatiques, zygomatique majeur, qui est tendu entre la pommette et l'angle latéral de la bouche. Le muscle petit zygomatique, qui est tendu entre le corps zygomatique et la lèvre supérieure, ou encore le muscle élévateur de la narine et de la lèvre supérieure, ici, muscle élévateur de la narine et de la lèvre supérieure, qui est tendu entre le rebord orbitaire et la lèvre supérieure. Donc 3 muscles. Et d'ailleurs, les muscles grands zygomatiques et petits zygomatiques sont les muscles initiateurs du sourire, puisque lorsque vous souriez, vous écartez et vous relevez la lèvre supérieure et même vous exposez un petit peu vos dents, d'où l'aspect aussi morphologique et esthétique d'un bon alignement dentaire. Vous avez ensuite, latéralement, 2 petits muscles qui vont être des dilatateurs de la fente orale. Ce sont les muscles buccinateur et risorius, qui vont donc se porter latéralement et venir se terminer au niveau de l'angle latéral de la bouche. Et enfin, vous avez toujours annexé à la fente buccale, donc vous avez des muscles qui relèvent, des muscles qui écartent, et puis vous avez des muscles qui permettent d'exprimer qu'on n'est pas content. Ce sont cette fois-ci des muscles abaisseurs de l'angle de la bouche et de la lèvre inférieure. Donc on a un muscle abaisseur ici de l'angle de la bouche, un muscle dépresseur ou abaisseur de la lèvre inférieure et un muscle mentonnier. Donc 3 petits muscles qui sont donc, qu'on peut décrire comme muscles dépresseurs de la lèvre inférieure. Donc vous voyez, vous avez dans ces muscles annexés à la cavité buccale un muscle central qui est pris en globalité, qui est arrondi, qui va former un rôle de sphincter pour la fente orale et dont l'action, qui est de fermer la bouche, va être modulée par des muscles qui seront élévateurs de la lèvre supérieure et de l'angle de la bouche, des muscles qui seront dilatateurs et des muscles qui seront abaisseurs. Tous ces muscles, ou une grande partie de ces muscles, ont un point d'insertion cutanée au niveau donc de la commissure orale, commissure labiale, au niveau de l'angle ici de la bouche, marqué par un petit noyau fibreux que l'on appelle le modiolus, et qui peut être utile, notamment dans le traitement des séquelles de paralysie faciale pour corriger une ptose faciale. Et enfin, un dernier muscle constitue un muscle cervico-facial, c'est le muscle platysma. On l'appelait autrefois le muscle possier du cou. Je vais le représenter comme ceci. Ce muscle platysma est un muscle qui est tendu entre le modiolus, la lèvre inférieure, la mandibule, et qui va se porter vers le bas, doublant la peau de la région cervicale et venant se terminer au niveau du derme, de la peau de la région pectorale et de la région deltoïdienne. Quand vous contractez comme ça vos lèvres, c'est le muscle qui se tend ici, sous la peau du cou. Tous ces muscles, sans exception, sont innervés par un seul et même nerf, le nerf facial, 7e nerf crânien,
nerf facial qui arrive dans la région cervicale, qui arrive dans la région de la superficielle de la face en ayant croisé la région parotidienne. Ce nerf facial va se diviser, va présenter plusieurs branches. Alors certaines vont être ascendantes, d'autres vont être descendantes. On décrit ainsi des rameaux temporales, zygomatiques, des rameaux buccaux supérieurs et inférieurs, un rameau marginal de la mandibule et un rameau cervical, peu importe. Ce nerf, qui va donc croiser transversalement la région de la face, va cheminer, et ça c'est intéressant pour les plasticiens qui font des liftings de cette région, ce nerf chemine sous le plan continu de ces muscles du système musculo-aponévrotique superficiel et va donc être responsable de la motricité du visage. Et ainsi, qu'il s'agisse, parce que ce nerf facial va avoir un trajet dans la cavité crânienne, donc qu'il s'agisse de pathologies profondes, intracrâniennes, qu'il s'agisse de fractures de la base du crâne, de tumeurs de la loge parotidienne ou de plaies de la face, ce nerf peut être lésé, et en cas de lésion du nerf facial, eh bien on observera en clinique une paralysie faciale qui se caractérise par une incapacité à bouger la peau du visage, puisque les muscles qui commandent cette mobilité du masque cutané de la face ne sont plus commandés. Une paralysie faciale peut ainsi être centrale lorsqu'elle procède de lésions cérébrales. Elle peut ensuite être périphérique si elle concerne le trajet périphérique de ce nerf facial. Et si tout le nerf facial, si le tronc du nerf facial est sectionné ou atteint, ou comprimé ou envahi par une tumeur, ce que vous voulez, la paralysie est dite totale. Si en revanche, seul un rameau de division du nerf facial est atteint, par exemple un coup de couteau, un coup de cutter, eh bien dans ces cas-là, cette paralysie ne concernera que le territoire concerné par le rameau lésé. La paralysie faciale est alors dite segmentaire. Quand vous avez une paralysie faciale, je ne vais pas retenir trop longtemps, mais lorsqu'une paralysie faciale survient, le masque cutané facial devient inerte et va donc avoir tendance à chuter. On observe une ptose par paralysie flasque du nerf facial. Et donc, alors il y a plusieurs moyens de traiter ça, des greffes nerveuses ou des moyens de suspension, c'est-à-dire qu'on va rattacher le SMAS aux structures crâniennes susjacentes et en particulier, on peut réaliser des suspensions du modiolus à la région zygomatique de façon à corriger cet effet de ptose. Voilà donc ce que je voulais vous dire à propos de ces muscles. Je suis bien sûr ouvert à vos questions éventuelles.